Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, ce nouveau webinaire, Solam. Je vois que les participants commencent à bien arriver, donc merci beaucoup, beaucoup d'être là. Ce que je vais, peut-être commencer, ce que juste vous faire un petit point technique. Donc il y a un chat sur le côté, que vous devez retrouver aussi vous. Et est-ce que vous pouvez mettre un petit mot dans le chat pour voir si ça fonctionne bien? Et auquel cas, si vous ne m'entendiez pas ou je ne sais pas s'il y avait des choses, non, ça a l'air de fonctionner. Bonjour Nathalie, bonjour Cécile, Élodie, tout fonctionne pour moi, super. Ce chat-là, faut vraiment pas hésiter à s'en servir si vous avez des questions qui vous viennent ou des remarques ou des partages d'expériences pendant le webinaire. Je pense, me connaissant, je suis pas encore complètement une pro des webinaires, donc j'ai un peu de mal à aller voir le chat pendant, mais par contre, j'y reviendrai à la fin du webinaire pendant la session questions-réponses et je reprendrai du démarrage vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure, on les reprendra à la fin. Et puis, je me servirai aussi de ce chat pour vous mettre quelques liens au fur et à mesure. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui nous rassemble, on va commencer direct, hein, les retardataires nous rejoindront et puis, surtout, il y a, pour les personnes qui se sont inscrites à la newsletter, le replay qui sera accessible, aussi pour vous avec un lien, spécifique qui vous sera envoyé la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler plus spécifiquement de comment on aborde, avec quels mots, avec quelle posture, plutôt du côté de l'équipe soignante vétérinaire, hein, donc les vétérinaires et l'ASV, comment on parle de la mort, de la perte, du décès, de l'euthanasie des animaux chez les enfants, auprès des enfants. Avant de commencer, alors si j'appuie sur la bonne flèche, voilà, je voulais me représenter pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me rencontrent pour la première fois. Je m'appelle Marie Cibot, je suis vétérinaire de formation et j'ai créé Solam, qui est une entreprise dédiée à l'accompagnement de la fin de vie des animaux familiers, domestiques, en mars 2024. Donc tout récemment, ça fait 6 mois d'exercice. Et en fait, pourquoi j'ai créé enfin, en tout cas, qu'est-ce qui m'amène dans mon histoire personnelle, c'est que donc j'ai un double diplôme. Je suis évéto et docteur en écologie et éthologie, parce que je travaille aussi, vous voyez des singes là qui s'amusent dans les arbres. Je travaille aussi, enfin une autre partie de ma vie est de travailler auprès de chimpanzés, en Afrique, en Ouganda, en tant que dans la recherche, pure. Et en fait, mes sujets principaux de recherche et ce qui me plaît dans ma vie, de tous les jours et pourquoi j'ai créé Solam aussi, c'est que ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les relations que tissent les humains avec les animaux. Et, et, et en fait, dans ma pratique en clientèle canine sur les 10 dernières années, ce lien qui existe entre les humains et les animaux, il est d'autant plus à préserver, à honorer au moment de la fin de vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me consacrer que à ce moment de vie aujourd'hui. Si je vais pas dans le bon sens, désolée, hop, je repars. Pour retrouver les webinaires en replay, il faut s'inscrire à la newsletter Solam. C'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Donc, n'hésitez pas à scanner ce QR code pour vous y inscrire ou si vous êtes directement sur votre téléphone, je vous envoie dans le chat le lien pour vous inscrire. C'est le plus simple pour pouvoir avoir accès à tous les replays des webinaires que je pourrais faire dans l'année, sachant que j'ai décidé de faire un webinaire par mois, avec probablement certains invités de temps en temps et entrecoupés parfois d'un autre concept que je vous présenterai peut-être. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter assez rapidement Solam quand même, et après on va partir vraiment sur le sujet des enfants. Je vous expliquerai le deuil en fonction de l'âge des enfants, en tout cas sa connaissance, sa compréhension de la mort et du deuil en fonction de l'âge des enfants, la posture qu'on peut avoir envers les enfants et comment on explique avec quels mots en fait la mort, l'euthanasie, quand on est vétérinaire ou assistante vétérinaire, et aussi ce qu'on peut dire en fait aux parents pour qu'ils l'expliquent eux aussi chez eux. Et puis après, on laissera une place aux questions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Alors, Solam, je rappelle juste en quelques diapos le pourquoi de Solam. Je pense que vous avez bien conscience que la place de l'animal dans la famille, elle évolue encore, mais elle a évolué au cours des dernières années. 97% des personnes ressentent un attachement profond à leur animal et pour pratiquement 90% des gens, la mort de son animal a été vécue de façon, difficile, et autant que pour un proche humain. Finalement, quand on regarde un peu plus précisément qu'est-ce qui se passe au niveau des chiffres pendant l'euthanasie de l'animal familier, 50% des propriétaires trouvaient des points à améliorer et seulement 4% des familles se sont senties accompagnées par leurs équipes vétérinaires. Et je mets ces chiffres-là, d'autant plus parce que, ah oui, peut-être ce qu'on peut faire. Ah, je coupe quand je vous ai dit que j'étais pas encore une pro, je vais juste lancer un petit questionnaire pour me rendre compte de qui est là aujourd'hui entre la proportion vétérinaire ASV, mais aussi, comme j'ouvre mes webinaires à tout le monde, des autres personnes. Donc je vous mets ce petit, ça me permettra aussi de me rendre compte, ce petit questionnaire pendant, allez, une petite minute. Alors je laisse tourner encore un tout petit peu, mais pour l'instant, en gros, on a pour vous dire, parce que je crois que vous n'avez pas accès aux chiffres qui se déroulent, sous mon nez. Donc il y a 40% de vétérinaires, 10% d'ASV. Autres professionnels du secteur animalier, il y a quand même 25%. Et puis après, il y a quand même 4 personnes qui sont juste propriétaires d'animaux. Et du secteur funéraire, il y a une personne. Donc voilà. Ouais, merci pour ça. C'est assez disparate, avec un peu plus de vétérinaires quand même. Donc cette diapo-là, moi, je l'ai mise pour vraiment qu'on se rende compte qu'on a, tous les jours dans nos cliniques, on essaye de faire des choses pour améliorer nos pratiques et cetera et aussi évidemment autour de la fin de vie, mais on a encore, une marge potentiellement de progression et notamment sur l'après, parce qu'il y a que 4% des familles qui se sont senties, accompagnées après le décès. Ce qui est assez, logique, hein, on pourra y revenir, pendant les questions. D'un côté véto aussi, faut bien se rendre compte qu'un vétérinaire à temps complet, il gère à peu près 60 fins de vie chaque année. D'autant plus, vous imaginez quand vous êtes assistante vétérinaire et que vous avez 4 vétérinaires dans votre clinique, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de gens, qui gravitent autour de vous avec des deuils. Et on considère que la confrontation à la mort, aux prises de décision à la fin de vie, à l'accompagnement des familles, est un facteur en fait de stress, de fatigue. On parle aussi de fatigue compassionnelle dans notre milieu professionnel et qui peut entraîner un burn-out, voire des conséquences plus graves chez les vétérinaires qui sont des populations à risque de suicide important. Et en fait, c'est vraiment à partir de ces constats que, j'ai voulu créer Solam, vous verrez avec, une autre personne, Grégory Santaner, pour être à l'interface vraiment dans cet écosystème-là, entre les animaux qui évidemment sont nos principaux, les principaux à s'occuper, mais aussi qui gravitent autour, leur famille évidemment et les équipes vétérinaires. Et donc Solam est vraiment né de la volonté de proposer des accompagnements, dignes et respectueux qui honorent la vie et la mort pour le bien-être des animaux, des familles, mais aussi des équipes vétérinaires. J'en parlerai pas dans cette présentation-là, donc j'y touche juste un mot maintenant. Je propose de la formation, en présentiel, en clinique et aussi tout bientôt à partir de janvier en distanciel pour les équipes soignantes vétérinaires. Je voulais juste très rapidement aussi vous présenter la démarche Solam avant d'arriver dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Donc moi, je suis vétérinaire, vous verrez que je fais du distanciel en visio et aussi beaucoup de domicile. Et ce qui m'importe dans Solam, c'est de vraiment avoir un accompagnement assez général, holistique, qui part de l'avant, pendant et après.
j'entends le décès de l'animal. Avant, c'est vraiment de proposer des consultations qualité de vie. Je suis pas vétérinaire traitant des animaux que je suis, donc vraiment c'est en complément des équipes vétérinaires, qui s'occupent des animaux et donc c'est amener des traitements ou des thérapies complémentaires et surtout, en fait, dans les soins palliatifs, les soins de confort à la fin de la vie, c'est d'accompagner l'animal et aussi en soutien émotionnel des familles, notamment dans toute la prise de décision que ces familles auront à faire à la fin de la vie et donc je propose des entretiens d'aide à la prise de décision qui sont vraiment des entretiens alors pareil, je ne prescris, rien du tout parce que je ne suis à nouveau pas le vétérinaire traitant, mais par contre, il y a un rôle d'éducation, de sensibilisation autour de qu'est-ce que c'est le décès, qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce que c'est le deuil, qu'est-ce que c'est une euthanasie, voilà, tout ça. Qu'est-ce que la qualité de vie, comment elle se voit, quelles questions il faut que je me pose à la fin de la vie de mon animal, etc. Avec l'établissement de compte rendu, j'ai des livrets que j'ai créés spécifiquement pour Solam, etc. Le pendant, c'est vraiment toute la partie très à domicile avec les euthanasies. Moi, j'ai été formée avec des organismes principalement étrangers. Les anglo-saxons ont quand même un pied en amont de nous dans tout ce qui est soins de confort à la fin de la vie. Et je prépare les corps, mise en housse, établissement de souvenirs. C'est des consultations qui sont longues à domicile, hein, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie, donc avec pas mal de choses mises en place, mais on verra probablement pas ça aujourd'hui. Et tout ce qui est aide au deuil animalier, avec pareil, la proposition d'entretien, d'aide au deuil animalier, création d'hommages, de cérémonies, bientôt les cafés Solam où je vais faire se rencontrer des familles qui ont perdu récemment leurs animaux, ou pas récemment d'ailleurs, mais qui ont des deuils animaliers. Évidemment, avec un lien fort avec les vétérinaires, que ce soit les vétérinaires des familles en visio ou à domicile, et avec des échanges et des courriers de courtoisie après le décès, etc. La zone géographique, le domicile, je me déplace principalement en Bretagne Sud. Après, j'ai des demandes parfois un peu plus exceptionnelles plus loin. Voilà, je suis allée la semaine dernière à Rennes, par exemple, mais voilà, je suis plutôt autour de Lorient, Quimper, Pontivy, Vannes. Voilà. Et en visio, dans la France entière, en fait, je propose ces entretiens-là. Je vous mets cette diapo-là, pareil, si vous voulez scanner le QR code, où je propose des flyers pour les entretiens d'aide au deuil animalier. Si au sein des équipes vétérinaires, vous souhaiteriez en recevoir gratuitement, je peux vous en envoyer sans problème. Je vais vous mettre le lien aussi dans le chat, où vous pouvez commander des flyers. Et puis voilà, vraiment, ça peut être comme ressource pour les familles, si vous vouliez, pour des entretiens, par exemple. Donc, je vous mets là et puis je vous fais juste une petite enquête ici pour savoir si... Oh, je la ferai plus tard, l'enquête. Je la fais plus tard. Voilà. Je suis associée avec Grégory Santaner, qui était mon manager de clinique il y a encore 1 an et avec qui m'a mis le pied à l'étrier en fait parce qu'on avait réfléchi à améliorer nos pratiques d'accompagnement de fin de vie dans les cliniques Annie Kuhn où je travaillais et c'est là que je me suis dit en fait je vais aller encore plus loin et faire du domicile et créer de la formation, etc. Et donc en parlant avec Greg, on s'est associés pour vraiment aller plus loin, réfléchir à 2. Et récemment, enfin en tout cas là depuis septembre, on est 2 personnes de plus qui m'aident aussi pour l'administratif, les supports de communication, les réseaux sociaux où je suis assez présente. Donc c'est Florine et Linda. Allez, on rentre vraiment dans le sujet maintenant. Le deuil en fonction de l'âge des enfants. Le concept de mort évolue en fonction de l'âge et ça c'est vraiment important de s'en rendre compte, mais ça je pense que c'est quand même assez évident dans notre façon de voir les choses. On sait bien qu'un enfant de 1 an ou 2 ans ne va pas vivre le décès de son animal ou va pas le comprendre exactement comme notre garçon. Oh, pardon. Notre garçon qui a, c'est Mamba, ma chaîne, qui aurait 12 ou 13 ans. Attendez, je juste... Pardon, petite arrivée chez moi, désolée. Et avec une chaîne qui est bien... qui est une bonne gardienne.
Alors, j'étais en train de dire que oui, on n'a pas les mêmes perceptions, vraiment désolée, hein, de cette petite pause, de la mort en fonction de son âge et connaître cette stade de développement et de savoir comment on le vit en fonction de notre âge quand on est enfant permet de s'adapter au rythme de l'enfant. Donc là, je vous ai fait un petit récapitulatif. Quand on a entre 0 et 2 ans, qu'on est vraiment tout, tout petit, qu'on n'a pas encore, le langage, qu'on comprend évidemment ce qu'on nous dit, mais évidemment pas toutes les subtilités, on perçoit la mort plutôt comme une séparation, comme un abandon et hem et en fait, quand on le vit mal, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait un sommeil perturbé, des régressions, beaucoup de colère. C'est vraiment dans les émotions, et dans des répercussions physiques, du deuil. Mais en tout cas, ça peut se vivre et on peut, avoir des répercussions même sur les enfants qui ont moins de 2 ans et ça, des fois, on n'en a pas conscience. Quand on a entre 3 et 8 ans même, on pense que cette situation, elle peut être temporaire, qu'on peut l'éviter. Alors de façon un peu différente, quand on a entre 3 et 5 ans, on pense vraiment que c'est un état qui peut être réversible et quand on a entre 6 et 8 ans, c'est un petit peu plus subtil, c'est que la mort, on comprend qu'elle est définitive, mais on la personnifie. Donc ça veut dire que la mort, ça peut être un ange, ça peut être un monstre, un squelette, vous voyez? Et donc potentiellement, on peut s'en cacher, on peut l'éviter, vous voyez? Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe pour les jeunes enfants. Pour les enfants d'âge scolaire entre 9 et 12 ans, cette fois-ci, on a conscience que la mort est définitive, qu'elle est personnelle, qu'elle concerne aussi tout le monde, d'accord? Donc on commence à se rendre compte de la permanence, et du fait qu'on ne peut pas y échapper. Mais ça implique à cet âge-là une curiosité qui est très, très importante et donc des questions qui peuvent être incessantes, récurrentes. On a déjà répondu à l'enfant, enfin pour les parents en tout cas, la veille, l'avant-veille. Il va nous reposer la question demain, après-demain. Ça peut être fatigant, mais en fait, il faut continuer à y répondre. Des fois, quand il y a des questions qui se répètent comme ça, c'est que probablement il y a des choses qui ne sont pas complètement claires. On en parlera après avec des personnes qui peuvent faire des euphémismes, et cetera. Et donc pour permettre que ces curiosités soient enfin, curiosités ou en tout cas ces questions, soient moins récurrentes, il faut surtout dire les mots vrais, mais on en reparle juste après. Et pour les adolescents, il y a une bonne compréhension de ce qu'est la mort, de ce qu'est le deuil, et on va même vivre souvent des deuils intenses, mais il y a une pudeur des émotions. Ça veut dire qu'on va pas obligatoirement les raconter ou à ses très proches amis, mais peut-être moins à ses parents, peut-être sûrement encore moins à son vétérinaire ou aux équipes vétérinaires, d'accord? Donc il faut se rendre compte de cette sensibilité, différente des adolescents. Adopter la bonne posture, et comment en parler aux enfants? Alors, ma façon de voir les choses, et elle est à nouveau, hein, dans mes webinaires, dans les formations que je fais, je n'ai pas, évidemment, il y a des études scientifiques sur lesquelles je m'appuie, et ça, c'est très important pour moi, mais c'est quand même, notamment dans ces questions qui touchent l'émotionnel, où il y a des choses qui sont connues et cetera, mais c'est aussi ma façon de voir les choses, sur certaines parties et là je dirais que c'est pas que ma façon de voir les choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, mais en tout cas moi je suis vraiment à penser que accepter la maladie, la mort, le deuil, c'est un apprentissage de la vie et en fait, finalement, ce qu'on se rend compte aussi, c'est si les choses sont bien faites ou en tout cas qu'on n'a pas, trop souffert dans notre très jeune âge, quand on a des animaux à la maison, ça peut être la première confrontation au décès d'un être cher, le décès de son animal. Donc ça veut dire que ça peut nous apprendre beaucoup de choses, enfin ça peut apprendre beaucoup de choses aux enfants. Il faut le voir vraiment comme des leçons précieuses sur la responsabilité, sur la compassion, sur l'engagement, la gestion des émotions et donc, plus on impliquera les enfants, plus on leur permettra de vivre ça aussi, eux, dans leur vie et donc dans leur vie d'adulte parce qu'ils sont en pleine construction. Et finalement, impliquer les enfants permettra aussi à ces enfants-là de mieux vivre leur deuil. Et moi, qui fais, je vous ai dit, beaucoup d'entretiens avec de l'aide au deuil animalier, j'ai des histoires qui ressortent avec des deuils qui posent question sur des personnes adultes quand ils étaient enfants et je suis même assez surprise de ça. On a dit que l'approche devait être adaptée en fonction de l'âge, mais en fait, il faut qu'elle soit aussi adaptée en fonction de la culture, de la religion, de la personnalité de l'enfant. Et ça, je dirais que c'est ma dernière phrase, hein, où évidemment, je pense que les équipes vétérinaires, on a un rôle à jouer pour bien accompagner les enfants quand ils viennent en clinique ou quand ils assistent à l'euthanasie, si c'est le cas.
Mais tout ça, ce que je viens de dire, c'est surtout le rôle éducatif de la famille, des parents. On ne peut pas tout faire, et là, l'objectif de mon webinaire aujourd'hui, c'est aussi de vous pouvoir mieux vous adapter dans votre posture, mais aussi de pouvoir soumettre l'idée aux parents, et parce que tous les enfants ne viendront pas en clinique et des fois les parents seront un petit peu dépourvus par rapport à toutes les questions qu'ils ont à la maison, et qu'est-ce qu'il faut que je dise, que je dise pas, et cetera. Donc c'est aussi vous, en termes de conseils aux parents, que vous pouvez apporter, des choses. Comment on peut aider les enfants? Pour moi, il y a 3 choses importantes, c'est être honnête. Finalement, c'est très facile et c'est très fréquent qu'on va vouloir cacher en espérant protéger, et finalement, c'est l'effet inverse. C'est que quand on cache les choses ou qu'on ne dit pas les choses, soit nos enfants et notamment les adolescents, ils vont aller chercher du soutien ailleurs, ils vont aller voir d'autres personnes, et à ce moment-là, bon, bah, voilà. Soit ils vont créer leur propre version des faits, et ça peut être vraiment, dans des proportions qu'on n'imagine même pas. Par exemple, si on leur raconte pas exactement comment peut se passer une euthanasie, ou s'ils étaient pas présents et que les parents disent: «Bon, on va pas leur raconter rien du tout», au lieu de alors qu'il y a une demande, ils peuvent s'imaginer, j'en sais rien, que ça a explosé dans votre salle de consultation, qu'il y a eu une douleur énorme, enfin voilà. Donc, de ne rien dire, parfois, ça entraîne des fantasmes qui sont plus difficiles à gérer derrière. La culpabilité aussi, hein, quand on n'explique pas les choses, il y a des enfants qui peuvent ruminer des choses comme, ou alors si au contraire les choses sont pas bien expliquées. Exemple tout à fait concret, on dit, bah, «Berlioz, ton chat, il a disparu, il est parti», et cetera. L'enfant, il va culpabiliser de se dire: «Bah oui, c'est vrai que peut-être je l'ai pas caressé, très, très fortement, il y a depuis une semaine, parce que je suis beaucoup allée jouer avec les copains», ou alors, finalement, je l'avais sorti de ma chambre parce que j'avais pas envie qu'il vienne sur mon lit ce soir-là et il a disparu le lendemain. Enfin, vous voyez? Et donc vraiment, il faut voilà. Hem, Réaction émotionnelle explosive, ça peut arriver. Perte de confiance aussi, dans l'autre, hein, quand on protège trop et qu'on n'est pas honnête. Pour moi, il faut essayer, de ah, je vois qu'Alexis, tu es bloqué à page 20. Est-ce que c'est passé ou pas? Et les autres, vous êtes page 18 même, tu es bloqué? Ah. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas qu'Alexis? Et si Alexis, tu es comme ça, je me dis que peut-être que et qu'il y a que toi, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est vrai que j'ai vu un petit truc qui s'est à moitié, affiché sur bon, peut-être que le mieux à faire, c'est de sortir et re-rentrer, et je pense que c'est possible. Enfin, il ne devrait pas avoir de souci. Hem, Parce que là, il y en a qui sont très bien, et il y en a d'autres qui sont, bon, bah, désolée Alexis. Sinon, ça va être, pour moi, laisser s'exprimer l'enfant, notamment par l'intermédiaire de dessins. Oh là là, on va dire à Alex de faire un effort, ouais. Merci. Donc ça va être vraiment de laisser s'exprimer l'enfant avec, il faut leur dire que c'est je suis chez moi avec beaucoup de travaux à la maison et du tonne de passages pour Mamba. C'est un peu compliqué à gérer avec plein d'ouvriers aujourd'hui. Donc vraiment expliquer aux enfants que c'est des comportements qui sont acceptables et appropriés, même s'il y a des réactions émotionnelles qui sont explosives, et cetera, notamment chez les tout petits. Parfois difficiles à gérer pour les parents, mais en tout cas, c'est tout à fait, normal, et en fait, plus on réfrène une émotion et plus elle est forte. Donc vraiment d'accueillir les émotions, c'est primordial. Et on n'est pas besoin d'avoir toutes les réponses non plus, mais il faut être surtout à l'écoute, laisser parler les enfants et des fois les laisser s'exprimer par les dessins. Moi, ce que je fais très régulièrement, et notamment, là, c'est pas exactement le sujet de ce webinaire, d'accueillir comment on accueille le jour de l'euthanasie les enfants, parce que ça peut être l'objet d'un autre webinaire. Mais, moi, ce que je fais vraiment fréquemment, c'est de préparer une petite table ou même un coin du bureau, en clinique, où, il y a des feuilles, des dessins,
bain, des crayons pour que les enfants, le temps que parce que c'est long quand même une euthanasie avec tout ce qui est administratif et cetera au départ, avec beaucoup de stress, palpable, hein, pour la famille, d'appréhension et cetera. Donc vraiment de caler les enfants pour dessiner et après vous pouvez même proposer les dessins qui auront été faits, de les glisser dans la housse funéraire avec l'animal. Il y a des enfants qui voudront garder leurs dessins, il y en a d'autres qui les mettront, avec plaisir, donc voilà. Chacun son chemin de deuil, ça veut dire qu'il peut aussi y avoir des comportements que je dirais inappropriés, des éclats de rire, de l'agressivité, des activités bruyantes, notamment lors des euthanasies, hein, si les enfants sont présents. Euh, Moi, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, c'était en clinique, donc parce qu'à domicile, j'ai souvent des enfants, mais c'est finalement plus simple à domicile parce que c'est à la maison justement. Je pense que le fait d'arriver en clinique, voilà, il y a quelque chose aussi où les enfants, c'est pas chez eux. Il y a ce côté médical, etc., qui peut amener une dose d'appréhension plus forte chez les enfants. Et pourtant, nous, on s'était mis dans le jardin ce jour-là avec ce couple qui avait 2 enfants, deux petits garçons de 6 et 8 ans et leur petit chien, un petit bulldog français qui devait être euthanasié. Et en fait, il y a un des enfants, le plus jeune, qui, je pense, était un peu le petit garçon qui faisait beaucoup rigoler sa famille, à mon avis, dans la vie de tous les jours et qui, je pense, savait pas trop comment se placer. Et justement, il arrêtait pas de faire des blagues. Et évidemment, des blagues qui n'étaient pas complètement appropriées. Il essayait de faire rire, en fait. Il se disait, c'est tellement sérieux, on est tellement triste, là, maman, elle pleure, etc., que moi, je vais sortir des petits trucs. Parce que d'habitude, ça marche, on rigole et j'y vais. Et puis, il y allait, quoi, vraiment fort. Et en fait, ça commençait vraiment à énerver ses parents. Qui, je pense que dans leur tête, ils se disaient, on n'aurait pas dû l'amener. Enfin, voilà, et ils nous gâchent presque notre moment à nous. Et ça peut vraiment, donc en fait, le petit garçon, il peut pas grand chose, il essaye de faire enfin voilà, c'est sa façon de réagir. Donc c'est vraiment nous, si on a cette possibilité-là en tant que vétérinaire, soit d'aller chercher une assistante pour qu'il y ait une assistante qui soit à côté de nous et qui l'oriente vers des dessins ou faire des choses ou parler, en fait, lui dire, raconte-moi comment c'était avec Pacha, qu'est-ce que vous aimiez faire ensemble, c'est quoi tes plus beaux souvenirs, enfin voilà, l'occuper mentalement. Ou alors réussir quand on est veto, on a déjà tout à gérer, mais aussi le faire un petit peu avec cet enfant qui aurait un comportement un peu déplacé, quoi. Bon, ça, c'était ma petite anecdote. Comment on peut expliquer avec des mots aussi, hein, parce que ce que je vous disais, c'est qu'à partir du moment où on n'est plus dans le parler vrai, on entraîne beaucoup d'incertitudes pour les enfants et ça peut être compliqué, en tout cas pour les très jeunes. Je veux dire, un adolescent, il va comprendre, en fait, il est déjà dans nos façons de parler d'adultes et donc il est décédé, un adolescent va très très bien le comprendre, même avant. Mais les tout petits, non. En fait, il est parti, comment ça, il est parti? Il va revenir, enfin, il est parti faire une balade, et donc il faut vraiment éviter les euphémismes. Et après, je dirais, il faut vraiment aller sur des mots qui veulent vraiment dire ce qu'ils veulent dire. Un tout petit, lui parler de décès, ça va être plus simple de lui parler de mort. Et pourtant, en tant qu'adulte, on a du mal, hein, à dire ce mot-là, mort. Mais ne pas hésiter à aller sur les mots qui ont du sens pour les petits et aussi à bien expliquer. Donc là, je vous ai donné quelques phrases un peu types et on va les lire ensemble pour que vraiment vous vous rendiez compte qu'il faut expliquer, enfin, il peut avoir du sens à expliquer ce qu'est la mort pour l'enfant. Et comme si vous prenez le temps de le faire lors d'une consultation d'annonce, par exemple, ou avant l'euthanasie, de l'expliquer parce que les enfants sont là, les parents, ils vous entendront en parler et derrière, ils feront plus le travail. Et aussi, ce qui est important, c'est que quand les parents choisissent de venir avec leurs enfants à la consultation d'euthanasie, vous, en tant que vétérinaire, il faut vous positionner. Est-ce que vous voulez, vous le voulez pas? Enfin voilà, on va en reparler après. Mais il faut aussi bien rappeler aux parents que si c'est OK, mais il faut bien préparer ses enfants. Et donc ça veut dire qu'il faut en parler. Il faut le préparer pour pas que les enfants arrivent avec aucune préparation, ils ne savent pas du tout à quoi ils vont s'attendre, qu'est-ce qu'ils vont vivre, etc. Donc c'est important que les parents en aient conscience. Et donc les phrases qui peuvent être utilisées facilement, c'est que voilà, le corps de Simba a cessé de fonctionner, il ne pourra plus manger, ni boire, ni jouer. En fait, c'est ça, ne pas vivre et mourir.
bien répéter, enlever cette culpabilité qu'on peut avoir très fréquemment, que les parents ont, que tout le monde a en fait au moment quand on décide de l'euthanasie de son animal, c'est: «Tu n'as rien à voir avec la mort de Sky. Il était très malade, ses poumons ne fonctionnaient plus, son corps ne fonctionnait plus». Heu et puis aussi expliquer, bah, qu'est-ce que c'est la vie, quoi. À un moment donné, tous les animaux meurent et donc comme les animaux ont une vie plus courte que la nôtre, ils ne vivent pas aussi longtemps que les gens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, Simba, il est mort et que tu vas vivre un deuil. Aussi, plus on a alors vous avez bien compris, hein, moi en tout cas ce que je fais, chez Solam et mon leitmotiv et ce que je crois profondément, c'est que plus on inclut en fait toute la famille, hein, dans ces décisions de fin de vie, dans ces processus, dans cette préparation de la fin de vie et mieux on la vit et en fait, c'est pareil pour les enfants. Ça, c'est très bien démontré aussi que les enfants qui sont inclus dans les décès, des humains, hein, des personnes qui assistent, aux funérailles, qui sont dans les regroupements familiaux au moment des funérailles, au moment du au revoir, ça a beaucoup d'importance. Être mis de côté, on se sent complètement à côté de la plaque et on se dit: «Pourquoi?» et c'est là que ça ressasse et cetera et inclure les enfants dans les décisions de fin de vie, c'est aussi, dire: «Bah, qu'est-ce que tu en penses toi si on va, faire l'euthanasie, de Gribouille?» Même si des fois ils seront pas d'accord, ils vont dire: «Oh moi je suis pas d'accord», mais au moins qu'on explique. Quand un animal souffre, on peut choisir de l'aider à mourir. C'est un choix qui est très difficile, qui est très douloureux, qui fait pleurer, qui me fait pleurer moi maman, qui fera pleurer ton papa, en tant que véto ou en tant qu'assistant on peut dire ça, qui emmènera en tout cas de la tristesse sur toute la famille, mais c'est un choix auquel on doit réfléchir parce que Chippy aujourd'hui, elle est très malade, elle souffre avec les médicaments qu'on a pour soulager sa douleur, on n'y arrive pas. Hem, donc ça, c'est vraiment important. Aussi rappeler que l'euthanasie, c'est possible que chez les animaux, pas chez les humains aujourd'hui en France. Ça peut être important de le dire, on va pas euthanasier Papy Roger demain. Hem, qu'est-ce que je il y a quelque chose qui m'échappe que je voulais vous dire, mais c'est échappé. Ah si, que quand je lisais Choisir de l'aider à mourir et il y a des enfants qui seront qui auront une répartie plus vive encore. Moi, j'ai fait une euthanasie, à domicile, il y a déjà un petit moment et il y avait 2 petites filles, une petite qui était très jeune, hein, la grande, elle devait avoir 5 ans et la plus petite, elle avait 2 ans et demi avec leur maman et quand j'ai dit ça, hein: «Nous allons aider, ton chat à mourir», elle m'a dit: «Tu l'aides pas du tout là» et elle m'a répondu ça. Donc voilà, on a ces enfants qui vont revenir nous redire: «En fait, c'est pas du tout aider ce que tu fais mourir». «Ah OK, bon attends, on va prendre un petit peu plus le temps alors parce qu'il faut quand même, bien expliquer les choses» et aussi expliquer du coup pourquoi l'euthanasie est nécessaire. C'est exactement ça. Parce que la maladie n'a pas pu être arrêtée. Ton animal est très malade, il souffre, son corps est usé, il va cesser de fonctionner. Et ça, les enfants, ils sont capables de le comprendre si on l'explique bien. Pour moi, il faut bannir, quand on parle d'euthanasie, les mots endormir, piquer, hein et expliquer ce qu'on va faire. Donc on va pas expliquer comme à un adulte et encore même à un adulte, des fois, il faut l'expliquer autrement. On va pas dire: «On va sédater votre animal, Kiki, on le tranquilliser avec une injection sous-cutanée et on va lui poser un cathéter dans sa veine, avec des barbituriques, un euthanasiant qui est pas» non, on va pas expliquer ça. On va faire: «Je suis vétérinaire». Je vais aider Coca à mourir. Je vais donner à Coca une injection et dans cette injection, il y a un médicament qui fonctionne que sur les animaux. L'injection, elle va arrêter le cœur de Coca tout doucement, tout en douceur. Quand son cœur va s'arrêter, elle pourra plus respirer toute seule, d'accord? Mais rassure-toi, elle ne ressentira aucune douleur, ça va se faire tout tranquillement et tu peux rester avec nous ou pas. Qu'est-ce que tu préfères? Et ça, c'est vraiment important aussi de bien, la présence ou non de l'enfant. C'est un choix des parents, ça c'est sûr, c'est un choix de l'équipe soignante et c'est aussi un choix de l'enfant et je pense que tout petit, alors ils sauront pas exactement comment se positionner, mais quand même de leur laisser le choix avec de l'aide. L'équipe soignante, moi franchement, je pense que ça dépend comment on est à l'aise et ça, on pourra en discuter là dans les discussions après à la fin de mon discours. Hem, En tant qu'équipe soignante, si on se sent pas du tout, mais du tout à l'aise, on a le droit de refuser et trouver une solution, dire: «OK, moi dans ma structure, je suis pas à l'aise, avec le fait d'avoir des enfants avec moi. Par contre, ma collègue, le docteur untel, elle est OK pour le faire. Est-ce que vous préférez du coup passer avec le docteur, untel?» Donc vraiment de,
de, mmh, de trouver des solutions, mais on n'est pas obligé de se l'imposer. C'est sûr que moi, je vais vous avouer, hein, je suis plus à l'aise avec le fait d'avoir des enfants, le jour de l'euthanasie parce que moi-même, je suis maman d'enfants aujourd'hui et que du coup, je comprends comment ils fonctionnent. Donc voilà. Néanmoins, il faut vraiment proposer aux parents de ne pas cacher à l'enfant le quand. Par exemple, des parents qui vont, aller faire l'euthanasie pendant que les enfants sont à l'école et de pas prévenir les enfants, par exemple, alors que le choix pourtant il aura été pris. Ou le comment, ne pas dire qu'on est allé chez le vétérinaire, qu'il y a eu une euthanasie et de dire qu'il s'est enfui, ça on vous l'a dé enfin cet exemple-là, je vous en ai déjà parlé. Et quand les enfants sont présents, vraiment donner le temps à l'enfant de dire au revoir, de toucher aussi l'animal décédé. C'est un acte de passage pour eux, c'est important. Et là, vous voyez l'image que je vous ai montrée, donc ça, c'était à la maison, hein. C'est sûr qu'à la maison, ça amène beaucoup de douceur, d'intimité qui permet aussi ces temps-là, c'est certain. Mais en clinique aussi, on peut clairement les faire. Et là, vous voyez, si cette famille-là, la petite chienne là a été, alors là, elle était juste tranquillisée. Les enfants sont remontés au moment de l'injection létale et après ils sont redescendus. Et en redescendant, à part que la petite chienne, elle avait été placée là sur l'endroit qu'ils avaient préparé avec le petit duvet, et cetera, elle n'avait pas vraiment changé de posture et les enfants étaient un petit peu perturbés par rapport à ça. Ils disent: «Mais elle est morte, elle est pas morte». Et en fait, leur papa a été super ce jour-là et franchement, je l'avais félicité parce que même les parents à ce moment-là, ils étaient encore un petit peu dans le contact pas hyper rapproché avec leur chienne et ce monsieur-là, il s'est penché devant ses 2 petits garçons. Il a commencé à parler à sa chienne, à lui dire: «Au revoir, merci beaucoup», et à faire son au revoir en caressant sa chienne et en fait, ces 2 petits garçons, sans rien dire, se sont rapprochés, se sont mis de part et d'autre de leur papa et ont recaressé leur chienne, ont embrassé leur chienne, ont mis un petit collier qu'ils avaient préparé autour de la patte de leur chien et en fait, ça, bah, pour moi, c'était enfin voilà, ils avaient grandi ces enfants ce jour-là, parce qu'ils avaient appris à dire au revoir et puis, bah, le jour où quand ils seront adultes, j'espère et âgés et qu'ils vont dire au revoir à leur propre papa, bah, d'avoir vécu ça, enfin, je suis peut-être prétentieuse de dire ça ou de je pense que ça les prépare aussi, à mieux accompagner, bah, en fait, tous les décès quoi, qu'ils soient humains, animaux. Après vraiment, vous pouvez vous aider de certains supports. Alors j'avais prévu de vous lire, Saul, mais j'ai prêté le livre parce que je prête trop mes livres et donc je pense que nous ne l'avons pas rendu. Donc si même je l'ai prêté à une personne qui est présente, n'hésitez pas à me le rendre. Non, je l'ai recommandé, mais il n'est pas arrivé, aujourd'hui pour que je vous le lise. Mais mon préféré, c'est bien le premier, là, Saul, que je trouve très fort parce qu'il peut servir à nouveau pour tous les décès, pour que ça soit un animal, un humain, un arbre. En fait, là, dans cette histoire-là, c'est un arbre qui tombe et qui décède. Et ça, il est vraiment très très beau, très doux. Enfin moi, en étant adulte, je trouve très agréable à lire aussi. Donc en fait, ça se lit et mon enfant de 2 ans le lit très bien aussi. Donc c'est vraiment le livre qu'il faudrait avoir. Et pourquoi pas en clinique, voilà, ou en tout cas avoir une liste de supports parce qu'il existe évidemment de la littérature pour les enfants, mais il existe des contes audio. Estima a créé 2 contes, enfin 2 podcasts, pour les enfants. Il y a des carnets d'activités qui existent. Il y a Sacha et Gribouille d'une consoeur, Anaïs Co, qui est vraiment spécifique sur qu'est-ce qui se passe, pendant l'euthanasie. Donc vraiment, il y a des supports, que vous pouvez, proposer avec une liste que vous donnez, aux parents ou aux familles, ou alors même avoir une bibliothèque, à la clinique, ça c'est en fonction de comment vous voulez faire. Moi, je voulais juste revenir sur les accompagnements en visio que je réalise, donc qui durent 45 minutes. On se retrouve sur une plateforme, c'est Google Meet, hein, où j'accompagne les familles et en fait, ces moments-là, c'est aussi vraiment, ça peut être intéressant pour vous, de référer des entretiens, auprès de Solam et de moi-même pour les familles quand, vous voyez qu'il y a des familles qui ont du mal à se positionner ou c'est un peu compliqué avec leurs enfants ou le proposer systématiquement, c'est possible aussi. Moi, j'envoie un compte rendu ensuite, qui peut être envoyé au vétérinaire traitant derrière, un livret, la possibilité de publier un hommage sur le site internet pour l'animal et en fait, j'avais beaucoup d'appréhension sur le fait que ça soit en visio au départ quand j'ai démarré il y a 6 mois. Je me disais: «C'est une matière sensible, comment ça peut être perçu, en visio?» Les,
on a besoin d'être en contact quoi avec ces personnes-là, d'être proches et cetera et en fait, ça fonctionne très bien. Je suis étonnée moi-même. Je pensais que j'essayais juste et que j'allais arrêter et en fait non. Il y a les familles qui sont présentes, des enfants, je fais des visios avec des personnes qui sont toutes jeunes, qui ont 18-19 ans et des personnes, encore dernièrement, la semaine dernière, la dame, elle avait 75 ans. Enfin voilà, c'est vraiment de tout type et quand c'est des visios en amont pour l'aide à la prise de décision, souvent je vois les animaux, j'ai des vétos qui me rappellent derrière parce que ça les a aidés aussi beaucoup derrière. Enfin vraiment, il y a de l'émotion qui passe, très fortement. Donc, voilà, je suis plutôt, vraiment, favorable à ces entretiens et je vous remets la diapo où vous pouvez, être, proposer Solam comme ressource pour les familles qui pourraient en avoir besoin et aussi pour les familles avec des enfants. Je vous fais une enquête juste pour savoir si vous voulez que je vous recontacte justement pour que je vous envoie des flyers. Je peux vous envoyer un mail, pour savoir si et puis vous me dites, combien de flyers vous voulez et je vous en envoie, la semaine prochaine sans problème. Voilà. Et je peux vous mettre aussi le Google Form. Oh, je vous l'avais déjà mis, je crois. Je laisse encore un peu passer le temps que vous répondiez. Et puis après, il me semble qu'on va pouvoir passer aux questions. Je termine l'enquête. Allez, vous avez fini? Oui, on y va. Donc avant de passer aux questions, juste je vous préviens que le prochain webinaire, ça sera le jeudi 14 novembre à 12h30 de la même manière et là donc ça sera un webinaire spécifique sur le deuil animalier pour vraiment comprendre qu'est-ce que le deuil, quel est le processus qui se met en place, quelles sont les étapes. On parle souvent d'étapes, on y reviendra, mais voilà et comment on peut l'accompagner en étant équipe vétérinaire, quelles sont les spécificités du deuil animalier aussi, qui est un deuil spécifique par rapport à un deuil pour les humains, c'est quoi les spécificités, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire. Je vous mets aussi, parce que je vais passer à la diapo suivante, l'inscription pour le webinaire ici, vous avez juste à cliquer. Et on va pouvoir reprendre la session, enfin les questions et les réponses si vous en aviez. N'hésitez pas à les rajouter du coup maintenant, s'il y en a qui vous viennent. Et aussi à partager vraiment peut-être aussi vos ressentis, vous, comment vous vous sentez en tant qu'équipe vétérinaire dans l'accompagnement des enfants. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, pas à l'aise? Qu'est-ce qui vous arrête? Voilà, n'hésitez pas. Alors, je remonte. Alors, bonjour. Les formations pourraient dans le futur être aussi pour les pro-domaines animaliers autres que ASV Veto. Oui, je l'ai en tête, Alicia et c'est juste que je développe beaucoup de choses, en ce moment et que je voulais d'abord agir, pour ma profession. Mais oui, je pense que enfin, c'est sûr même, mais dans quel délai? Je ne saurais pas te dire. Je vais, développer, des formations, dans le domaine, animalier, mais avec une approche qui est quand même différente parce que dans la formation que je délivre pour les équipes vétérinaires, il y a vraiment aussi l'approche très, médicale qui est développée, que ça soit, dans les soins qu'on appelle, palliatifs, hein, dans la qualité de vie, cette gestion-là mais aussi, tout ce qui est protocole médicamenteux pour, l'euthanasie, pour les prémédications, quelles sont les recommandations internationales par rapport à ça. Donc, il y a tout ça qui est vraiment spécifique, veto, quoi. Hop, alors, quoique je ne sois point parent, cependant je trouve tellement capital d'éduquer les adultes, y compris moi-même, par rapport au deuil animalier. Je me souviens de l'accident survenant à notre canari et à ma crise d'âme. Oui, Aline, ça c'est sûr et c'est exactement ce que je fais dans les entretiens, où je disais je fais de l'éducation, de la sensibilisation et en fait, j'accueille principalement des adultes, hein et c'est vraiment ça, en fait. C'est des entretiens qui permettent tout simplement de parler de la mort aussi, de qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que le décès, qu'est-ce qui se passe quand un animal décède, en fait, quel est même le processus physiologique, hein, parce qu'en fait, souvent je dis que la mort, c'est le contraire de la c'est pas le contraire de la vie, c'est le contraire de la naissance et comme la naissance, c'est un processus
processus qui se met en place et quand on doit accoucher et quand le bébé doit naître, il naît, la mort, c'est pareil, en fait. Quand le processus de mort, il se met en place et on a des signes cliniques de mort, qui arrivent 3 mois avant, 3 semaines avant, 3 jours avant, avec des signes vraiment spécifiques et ça, en fait, c'est s'éduquer, savoir qu'est-ce qui arrive, en avoir conscience, savoir comment les accompagner quand on est des familles. Donc oui, tout ça, c'est pour moi de l'éducation, de la sensibilisation, qui est très importante et qui permet de mieux vivre son deuil derrière, j'en suis persuadée. Moi, je je donne souvent cet exemple-là parce que, lors d'un entretien, il y a une dame qui est venue un entretien d'aide au deuil, hein, le chien était décédé et il était décédé à la maison, une nuit. Il avait des pathologies, hein, qui étaient suivies par le vétérinaire, mais il est décédé dans la nuit et la dame, en fait, au cours de l'entretien, je me suis rendu compte que ce qui avait juste ce qui lui a permis vraiment d'avancer, c'est qu'on retrace vraiment ce qui s'était passé, comment quels avaient été les signes avant que l'animal décède, au moment du décès, dans les dernières, inspirations, expirations et cetera et de lui redire en fait, quels sont les signes. Elle m'a dit: «Ah bah oui, ça il a fait, ça oui il a fait» et en fait ça l'a ressoulagée parce qu'elle s'était dit: «Peut-être que j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû aller chez le vétérinaire» et cetera et en fait, non, l'animal était en train de décéder. Il est décédé pendant quelques minutes. Elle aurait même pas eu le temps d'accompagner, en fait, son animal chez le vétérinaire et par contre, de savoir qu'est-ce qui se passe et de bien accompagner à ce moment-là, ça a du sens aussi, quoi. Là, c'était les problèmes de fonctionnement de la diapositive. Aussi, donc Aline aussi à nouveau et aussi quand je me posais enfant des questions par rapport aux abattoirs et à la mort de tous ces animaux de rente qui n'ont aucun accompagnement affectif, y compris durant leur misérable existence pour ceux qui sont passés par l'intensif. Oui, bah, ça c'est encore une autre question et oui, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans les abattoirs, en termes d'étourdissement et cetera, mais il y a très probablement beaucoup de travail qui pourrait être amené en amont. Moi, personnellement, je trouve sur les temps d'attente, notamment avant les sessions d'abattage, voilà, il y aurait probablement des choses, à réfléchir. Pour le coup, c'est pas mon cheval de bataille. Mon cheval de bataille, c'est vraiment, les animaux, de compagnie, familiers et il y a déjà pas mal de choses à faire aussi. Audrey, oui, les dessins, bah oui, Audrey, vétérinaire, aussi dessinatrice qui fait des super dessins, autour de notre profession des animaux donc oui, oui et on a des projets ensemble donc c'est cool. Désolée pour le retard. Qu'est-ce que je déteste ce mot «piquer». Oui et en fait, il est encore souvent utilisé, hein, dans la bouche des propriétaires, d'animaux. Moi aussi, je l'aime pas, je l'utilise jamais, parce que heureusement qu'on fait bien plus que juste piquer, mais voilà, c'est un terme qui a été utilisé beaucoup et qui est encore dans dans la façon dont on parle. Je pense qu'il faut pas reprendre les gens qui utilisent ce mot-là, hein. Enfin, en tout cas, moi, je les reprends jamais. Par contre, j'utilise un autre, je reprends leurs paroles en utilisant un autre mot et je pense que, voilà, ça suffit déjà de faire comme ça. Merci Marie, merci Hélène. Alors Nathalie, moi, j'ai une question, je vais voir si elle arrive derrière. Heu Ah, Audrey, avant de retrouver la question peut-être de Nathalie plus bas, j'ai celle d'Audrey. Enfin, c'est même pas une question, c'est Audrey me partage le fait qu'elle est hyper émotive et qu'elle a du mal à ne pas pleurer quand les enfants pleurent. Je pense que alors moi aussi, Audrey, je suis pareille. Quand ça touche les enfants, il y a quelque chose un peu qui est fort parce que je pense que souvent quand on est touché en tant que véto, en tant qu'ASV, en tant que personne d'autres professionnels animaliers qui vont être en contact de personnes qui ont des difficultés à la fin de leur vie de leur animal ou après. Quand on est touché, très souvent, hein, c'est quand il y a quelque chose qui rentre en résonance avec nous. Et c'est cette résonance qui fait que foum, ça y est, ça rentre et puis on peut avoir des larmes qui montent. Voilà, quand on a été enfant, qu'on a eu nos propres animaux, que potentiellement il y a, pour moi, il y a 30, 40 ans, on n'abordait pas le décès la mort de nos animaux exactement pareil. Donc en fait, ça remet des choses, en ébullition dans nous et hem et après je ne sais pas comment tu vis cette hyper émotivité, Audrey, à ce moment-là et est-ce que ça te gêne en fait de pleurer ou de pas pleurer
Devant ses enfants, devant ses familles et là, je vais apporter juste une étude scientifique qui est sortie, alors pas en véto, hein, mais en soins palliatifs, pour les jeunes enfants, les enfants qui ont des cancers, qui décèdent jeunes et cetera et en fait, les familles disent que c'est beaucoup plus fort pour elles et beaucoup plus, agréable ou soutenant en tout cas, j'ai pas obligatoirement les mots, de la publication, hein, excusez-moi, mais que c'était en tout cas beaucoup plus soutenant pour eux de voir l'impact et de voir en fait la sensibilité des médecins et des équipes soignantes qui s'occupent d'eux. Donc d'avoir un médecin qui en effet a les larmes aux yeux, a beaucoup d'émotions. Pour eux, c'est extrêmement rassurant et en tout cas, ils saluent cela, les familles. Donc moi, je pense que quand il y a beaucoup moi, quand je fais de la formation auprès des vétos et des ASV, il y a beaucoup de vétos et ASV qui me disent: «Oh, moi, quand je sens que les larmes montent ou quoi que ce soit, je sors de la salle, je veux pas accabler les familles qui voient que je suis encore que moi aussi je suis triste et cetera. Ils ont déjà toute leur tristesse à gérer, leur et je veux pas que ça les accable davantage et en fait, je ne pense que ça ne les accable pas. Au contraire, ça leur montre qu'on est humain, qu'on a tous des émotions et donc pour moi, il faut pas s'en empêcher. Par contre, si vous pleurez beaucoup plus que la famille, qui est présente, bon voilà, il peut y avoir un décalage, mais je pense pas qu'à nouveau, hein, réfréner une émotion, c'est l'exacerber et c'est pareil pour ceux qui sont en face donc voilà, si c'était ça Audrey, peut-être que tu as répondu, mais comme j'ai du mal à descendre dans la conversation mais là où il peut y avoir un impact avec une fatigue compassionnelle, et Audrey, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup aussi, je le sais, dans les équipes vétérinaires, c'est quand cette tristesse qui nous prend parce qu'on est rentré en résonance avec cette famille devient insupportable pour nous, le véto ou l'ASV et qu'on y repense le soir, le lendemain et cetera. Donc c'est là qu'il faut arriver à se protéger et qu'il faut avoir vraiment une posture qui permet, être dans l'empathie évidemment, dans la sympathie, mais tout en se protégeant et ça se travaille, en tout cas ça peut s'apprendre. C'est aussi comment se positionner par rapport à son intelligence émotionnelle. Ça, c'est des choses que j'aborde aussi en formation, par exemple. Est-ce que les mots à bannir, ça c'est Élodie, sont également à bannir lors de consultations de fin de vie avec des adultes, malgré leur compréhension si le choix de la fin de vie était dur? Heu, alors est-ce que j'ai bien compris ta question, Élodie? C'est que, de pas dire, «Je vais endormir votre animal, il va partir», aussi pour des adultes? Oui, je crois. En tout cas, moi, je dis pas souvent, je dis pas, «Je vais endormir votre animal». En fait, quand j'endors un animal, c'est avant une chirurgie, donc non, moi, je parle vraiment bien, d'euthanasie, de produits euthanasiants, donc non, j'explique vraiment, j'ai une transparence très, très forte et et souvent c'est très bien reçu, hein, j'explique exactement qu'est-ce qui peut se passer, quels sont les signes cliniques de mort imminente, qu'est-ce qui peut arriver, les signes, les effets secondaires d'une euthanasie qu'on ne souhaite pas. Normalement, quand on a fait une bonne prémédication, ça se passe pas, mais ça peut arriver, donc je les explique. Enfin oui, non, je pense qu'il faut vraiment dire les mots, oui. Après, pour des adultes, plutôt que mort, 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 on peut utiliser décès. C'est quand même plus, sauf si on trouve que décès n'est pas adapté aux animaux. Moi, je trouve qu'il l'est complètement. Mais voilà. Mille merci pour ce webinaire, Marie. Tu sais à quel point il tombe bien. Oui, je sais, Alexis. Et j'en profite pour te dire, Alexis, et pour les autres, parce que pareil, quand je fais des formations, des webinaires, on peut avoir des personnes qui sont très proches d'un décès, et qui le vivent de plein fouet et donc ces discussions autour de la fin de vie, elles peuvent remuer et ça peut être difficile aussi, Alexis, cet après-midi, ça peut être difficile aussi pour toi et c'est normal. Mais en tout cas, ça permet aussi d'avancer, de se de et pas de prendre de recul parce que quand on a un décès qui est tout neuf qui vient d'arriver, c'est pas le moment non plus. Mais en tout cas, voilà, j'ai parlé à mes collègues en tout cas, je t'invite à me recontacter aussi Alexis, si besoin, avec plaisir. Merci, hein, voilà. Alors, je suis comportementaliste et je pense alors ça c'est Caroline et je pense que c'est important de pouvoir parler du deuil animalier avec mes clients si l'occasion se présente. Plusieurs animaux à domicile
ou dont un en fin de vie, par exemple. Ah oui, mais ça, Caroline, mais clairement, hein, mon discours, il est beaucoup plus orienté véto et assistante vétérinaire parce que je dédie ces webinaires plus à ces corps de métier. Mais en vérité, j'ouvre à tout le monde et oui, en fait, qu'on soit éleveur, qu'on soit propriétaire de pensions canines félines, d'hôtels à chat, de comportementaliste, éducateur, et je dois en oublier, personnes qui travaillent en SPA, en refuge, enfin tout, ostéopathe animalier, enfin toutes les corps de métier qui gravitent autour de l'animal, évidemment, d'autant plus quand il y a une relation confiance qui est faite entre la personne, enfin entre le client et ce professionnel, il peut y avoir des questions autour du deuil. Et en fait, moi, ce que j'en retire dans ma pratique actuelle, c'est que plus on en parle et plus et même pour moi, en fait, c'est ultra fort. On parle de choses de la vie et ça a des impacts très importants pour moi-même et je vis des relations avec les gens qui sont ultra enrichissantes, pour moi-même et donc en tant que comportementaliste, d'arriver à discuter du deuil, de la fin de vie avec, tes propres clients, enfin vos propres clients, Caroline, c'est vraiment je milite pour dire que ça sera que bénéfique pour tout le monde et même pour vous, finalement. Mais c'est toujours pareil, là où on souffre et je retourne sur la profession que je connais, vétérinaire et assistante, là où on souffre, je trouve, c'est probablement parce que dans notre pratique, de vétérinaire, bah, voilà, on a 1000 choses à gérer, on a des programmes, des plannings chargés, on ne gère pas que des fins de vie et heureusement et beaucoup, beaucoup d'autres choses et en fait, c'est ce temps qui nous manque parfois parce que à faire du soutien émotionnel, avoir le temps de discuter de ces questions, presque philosophiques, hein, autour de la mort, de la vie, ça prend du temps et on n'a pas obligatoirement ce temps, à consacrer. Parfois l'appétence et la formation aussi, hein, parce que moi je suis accompagnante au deuil, je suis formée en accompagnement au deuil, mais et c'est pour ça que Solam peut se retrouver comme une ressource aussi, pour vos propres clients quand, vous pouvez en parler, mais que vous voulez des professionnels autour de ces questions. Marion, j'ai eu une consultation il y a quelques mois suite au décès de leur chatte en urgence dans un CHU proche. La consultation était en réalité uniquement pour expliquer à la fillette de 3 ans pourquoi sa chatte était décédée. Ça a duré plus d'1 heure. Beaucoup de questions pour une enfant de cet âge et pas évident émotivement parlant. Oui, c'est sûr. Avoir 2 filles m'a aidée, je pense, mais nous ne sommes effectivement pas beaucoup formés à ce genre de situation. Oui, complètement. Mais en fait, presque, c'est pas pour te rassurer, mais parce que je le pense vraiment, hem, Marion, c'est que ce qu'il y avait besoin surtout pour cette petite fille, c'est d'un temps aussi d'écoute et d'amener quelques réponses, mais tu les auras pas toutes, mais en tout cas d'avoir ouvert cette heure de consultation, pour cette petite fille et pour sa famille aussi qui était présente avec elle, parce qu'eux, ils pourront continuer les discussions et cetera. Ça, c'est très fort en fait ce que tu as amené et même si tu as pas dit 50 000 choses et si tu as pas enfin, on n'est pas psy en plus et moi non plus en étant accompagnant au deuil, je suis pas psy, c'est d'ouvrir un espace d'écoute, et d'échange et c'est ça que tu as fait, pour cette, petite fille et en fait, c'est ça le principal et je suis pratiquement assurée que ça a dû aider beaucoup en fait, pour cet enfant et moi, ça m'est arrivé, en amont aussi. En tout cas, je le propose assez ré quand alors je le fais évidemment chez Solam tout le temps, mais quand j'étais en clinique, je faisais ça aussi. C'est des fois quand je sais qu'il y avait une famille, je leur disais: «Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est que là, j'ai pas le temps en 1/2 heure de consultation, il faut que je gère la prise de sang de la petite chatte, expliquer les traitements là de la fin de vie, comment ça va se passer et cetera, d'un point de vue vraiment strictement médical. Est-ce que vous voulez revenir sur un autre temps de consultation avec vos enfants?» Et donc moi, j'ai fait avec parfois 3 enfants d'âges différents, donc c'est pareil, ça veut dire que c'est des consultations comme tu as pris 1 heure là, qui sont longues, qu'il faut facturer en conséquence aussi, hein. Moi, je le dis là, c'est important parce que c'est du temps, c'est des compétences que tu amènes, même si tu as l'impression que ça en est pas et ça, j'en parle aussi pendant mes formations, c'est important. Et vraiment d'avoir, donc les gens, ils reviennent sans leur animal ou on a déjà géré, pas la peine de le refaire venir en consultation. C'est vraiment un temps d'échange, entre humains, avec, la famille, les enfants et pour préparer aussi, le pendant, l'euthanasie, l'après, comment on se positionne, quels livres peuvent être, proposés, faire des dessins, qu'est-ce que vous voudriez, préparer, pour je sais pas, Mirka,
le jour de son décès? Est-ce que vous voulez mettre des fleurs? Est-ce que tu as des fleurs dans ton jardin? Est-ce que tu voudrais aller en couper avec ton papa? Enfin voilà, des choses comme ça. Bonjour, nous venons après la bataille suite à une urgence. Oui, pas de souci Mélanie, si vous êtes inscrit à la newsletter, vous allez recevoir une newsletter avec le lien pour le replay lundi matin. Donc essayez de vous inscrire par contre pour avoir à la newsletter, essayez de vous inscrire. Je peux vous remettre là le lien pour la newsletter ici, si vous êtes encore là. Je le mets ici. Ah, ça va me faire remonter. Je remets le lien de la newsletter et vous allez le recevoir, à ce moment-là. Je suis désolée, c'est le temps que je remonte aussi. Alors parce qu'il y a pas mal de questions, c'est super. Y aura-t-il un webinaire sur les cas des euthanasies d'urgence comme à la suite d'un accident, contrairement aux maladies qui progressent? Oui, alors ça sera plus, oui, les euthanasies d'urgence ou en tout cas tout ce qui est lié au décès inattendu. Donc les euthanasies d'urgence, les accidents, les décès inattendus, les décès au moment d'une chirurgie, par exemple, des choses comme ça. Oui, c'est prévu, je ne sais pas tout de suite quand, mais alors pas d'ici la fin de l'année, mais oui. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'aborde en formation. Parce c'est évidemment des décès qui sont très durs à gérer pour les vétérinaires et notamment sa posture, et cetera, dans quel ordre faire les choses, oui. Je vais probablement être confrontée à l'euthanasie de mon propre chat bientôt. Je pensais éventuellement faire assister ma fille de 4 ans si elle en exprime le souhait. Je ne pensais pas inclure à ce point ma fille de 18 mois. Pensez-vous que malgré son jeune âge, il faudrait que les 2 y assistent? Alors, merci pour cette question et bon courage pour cette période qui arrive, Marion. Je dis pas il faudrait du tout. Oh, ça, c'est pas possible de dire il faudrait ou pas parce que ça dépend vraiment de votre schéma familial, de comment vous voyez les choses. En tout cas, ça sera pas un mal qu'elle vienne. Parce qu'à 18 mois, on a déjà conscience que notre famille, avec ma grande sœur, va faire autre chose autour d'un acte qui entraîne de la tristesse, et qui a en lien un membre à part entière de ma famille qui est mon chat. Donc voilà, c'est juste que potentiellement ça peut être plus compliqué à vous à gérer, surtout si c'est toi Marion qui fais l'euthanasie, etc. C'est peut-être ça aussi, d'avoir tes 2 enfants, une petite de 18 mois qui du coup sera plus difficile à gérer dans une salle de consultation. Après, ça peut être chez toi aussi, potentiellement avec une mamie, un papy, quelqu'un qui peut être là pour gérer aussi à côté. C'est plus ça qu'il faut organiser en fait. Et ton enfant, elle sera peut-être à 4 mètres, 10 mètres, à faire autre chose, mais elle entendra en fait. Elle sera peut-être pas complètement... faudra pas l'obliger à être juste à côté, à regarder, etc. Mais en fait, elle sera pas complètement coupée de ce qui se passe, quoi. Même si elle est en train de lire une histoire avec mamie, en fait, elle vous voit. Elle voit où est son chat. Elle voit qu'en fait, il décède. Après, elle peut venir faire une caresse. Elle peut avoir fait son petit gribouillage à mettre dans la housse. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Mais en tout cas, elle est inclue dans le processus. Et moi, ça, je trouve que que ça a du sens. Mais encore une fois, c'est personnel. Et donc oui, moi, mon enfant de 18 mois, il serait présent, ouais. Mais alors qu'il est un peu plus grand maintenant, je ne sais pas comment il réagirait, ça c'est sûr. Mais il comprendrait déjà les choses, je pense. Je suis pareil, dès que les enfants pleurent, je pleure, pas facile. Oui, mais à nouveau, hein, la question c'est est-ce que je pleure et que ça m'atteint, mais que ça me met dans une profonde tristesse qui est insoutenable pour moi, ou en fait, je pleure parce que je partage une émotion et finalement souvent, et c'est là où moi j'arrive à faire le switch, c'est que je trouve que si on accompagne bien cette fin de vie avec la famille autour, et cetera, moi j'arrive à plus voir le beau que la tristesse. Ça m'atteint, je peux avoir la tristesse et les larmes, mais presque aussi parce que je trouve ça beau en fait de voir cet amour qui existe entre ces êtres, qu'ils soient humains ou animaux. Et du coup, cette séparation, elle existe et elle va être dure à vivre et je suis triste pour eux, mais je suis pas triste pour mais je suis pas triste pour moi. Vous voyez là, entre la sympathie vraie où on va savoir ce que ressent cette personne-là, mais c'est leur tristesse à eux, ce n'est pas ma tristesse à moi, c'est tout ce travail-là qu'on peut faire sur soi, quoi.
Et Audrey dit: «Pas super bien». Ouais, je sais que ça atteint, complètement mais peut-être qu'une des options aussi, c'est de encore plus amener des choses autour de l'accompagnement de la fin de vie pour vraiment que ça devienne un moment beau, en fait. Il peut y avoir de la musique qui est passée, proposer systématiquement aux gens d'amener des fleurs. Quand on voit l'animal qui est posé dans sa housse avec des tonnes de fleurs autour de lui, des dessins et cetera. Alors oui, c'est triste, il y a de la tristesse, mais en fait, on l'a amené de la ritualisation de quelque chose honoré, vous voyez? Ça amène des choses, de la beauté qui du coup, surtout Audrey qui est très sensible à la beauté, ça peut aussi permettre de mieux le supporter soi, je pense. Et puis après, il y a plein d'autres techniques, mais ça, on n'a pas le temps j'ai pas le temps d'y répondre, quoi. Je suis pet-sitter, visite à domicile, promenade. Là, je pense à une chatte âgée de 20 ans qui vit avec une adorable famille. Ils ont 2 garçons, c'est un membre de la famille à part entière, comme tous les animaux dont je m'occupe. Le plus jeune garçon partage sa chambre avec elle, il est au collège. Ma question est la suivante: est-ce que ce serait trop indélicat de parler à la maman de la fin de vie de leur chatte, du jour qui arrivera et de lui parler de ton accompagnement? Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est très clair, merci Oriane. En fait, si. Et ça, c'est pareil, c'est quand est-ce que je peux en parler? Quand est-ce que j'ose en parler? On a tout le temps peur de pas être au bon moment, de se dire: «Si j'en parle, peut-être que la famille, les propriétaires vont mal le prendre, ils vont dire de quoi elle se mêle» ou encore pire, «Non, non, mais moi je suis pas du tout prêt en fait, pourquoi elle me parle de ça?» Et en fait, ce qu'il faut peut-être et bon ça, c'est nos peurs à nous avant d'en parler, avant de sauter le pas pour en parler. En tout cas, dès que il y a des petites accroches qui arrivent, «Ah, je sais, Minette, 20 ans, elle est pas éternelle». Hop, l'accroche est là. Là, il faut y aller. Là, on a un bâton, enfin, on a une perche qui nous est tendue, il faut en parler. Mais si ces perches n'arrivent pas, on a toujours peur d'être un peu trop en avance ou de s'immiscer un peu trop dans l'intimité. Souvent, très, très souvent, en fait, quand on y va, au contraire, c'est bien d'accueillir et les gens se disent: «Ah, ça fait du bien, on va pouvoir en parler» et voilà. Nous-mêmes, en tant que propriétaires, on n'osait pas y aller, on n'osait pas en parler à Oriane, ça va l'embêter, etc. Elle a d'autres choses à faire. Donc il y a ce petit côté des deux côtés où on n'y va pas. Et si vraiment ça arrive que vous en parlez et que la personne fasse: «Oh là là, mais pourquoi tu parles de ça? Pas du tout, je suis pas prête», vraiment dire: «Non, non, 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 j'ai pas dit que du tout que Chippy, elle était au bord de mourir. Je dis que juste que quand on en parle assez en amont, on se prépare et ça se passe beaucoup mieux. Mais là, si on n'est pas prêt, oh là là, n'en parlons pas. Et en effet, Chippy, il faut qu'elle vive des années et le mieux possible. Mais plus on le prépare et mieux ça se passe, mieux on accompagne la fin de vie, mieux on accompagne son animal, sa qualité de vie, etc. Et c'était plutôt là le sens de mon propos. Vous voyez, tu peux faire des choses comme ça. Et de parler de mon accompagnement, bah oui, bien sûr, pas de souci, Oriane et on est déjà en contact, mais d'envoyer des flyers, des choses comme ça, je peux faire aussi. Christelle: «Moi, je pleure beaucoup, merci l'hypersensibilité, mais c'est aussi un plus. Je pleure quand les gens pleurent et face à la souffrance animale, c'est aussi un moteur». Oui et à nouveau, en fait, Christelle, c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'une une émotion qui est réfrénée, donc je ne veux pas pleurer, je ne pleure pas, je n'y vais pas, bah, ça en fait, ça augmente, ton émotion, donc et ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement, donc d'y aller, en fait, ça fait du bien aussi. On a versé sa petite larme et après on est mieux pour continuer, quoi. Une chatte de 12 ans en maladie rénale chronique, 2 enfants de 5 ans avec qui elle est très sociable. Je suis aussi en hésitation pour leur présence lors de l'euthanasie lorsqu'elle devra être faite. Alors Nathalie, je ne sais pas si tu es enfin non, tu dois être propriétaire de ta petite chatte de 12 ans, hein, qui a en tout cas une maladie rénale chronique. Hem Je pense qu'à 5 ans, il faut vraiment que tu en parles à tes enfants, en fait, hein, et que tu commences à en parler et de savoir, eux, ce qu'ils voudraient et après que tu en parles aussi à ton vétérinaire, à ton équipe vétérinaire pour savoir, en fait, eux, comment ça se passe, comment sont accueillis les enfants. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils font souvent ou pas? Comment ils se positionnent par rapport à ça? Et voilà et peut-être que ça t'aidera aussi à prendre ta décision avec tes enfants. Mais en tout cas, si finalement la décision était en fait, le message à passer peut-être, c'est aussi que si la décision est: on n'y va pas, les enfants viennent pas, ils restent à la maison et cetera, voilà, c'est quand même on peut les rendre acteurs de ce moment-là, même s'ils sont pas présents et c'est à nouveau, hein, je reparle des dessins, de préparer le bouquet de fleurs qui sera mis à côté, de ta petite chatte, d'écrire un poème, de le soir,
ou même avant que la petite chatte s'en aille de la maison et que tu l'amènes chez le vétérinaire, tes enfants sont là et on lui fait un au revoir. Donc je sais pas, il y a un petit poème qu'on aime et ben on se met tous les 3, ou si tu as d'autres personnes dans ta famille ensemble, on lit ce petit poème où on lui fait des caresses, on lui dit quelque chose. Montre l'exemple, montrer l'exemple en tant que parent. Je dis à ma petite chatte, on va t'aider, ça va permettre que tu ne souffriras plus, ça va se faire tout en douceur avec le vétérinaire, j'ai pleine confiance en lui, ne t'inquiète pas, on est là, on t'aimera toujours, tu resteras dans notre mémoire. Et ça, les enfants, ils l'entendent et en fait, ça les rend aussi acteurs de ce moment-là parce qu'ils peuvent le dire eux-mêmes ou en tout cas, ils l'entendent, ils le voient et ça permettra aussi de mieux le vivre, en fait, de dire au revoir, que ça soit au moment de l'euthanasie ou avant ou après. Ça peut être fait après, évidemment, avec des rituels. J'ai pas été présent à l'euthanasie, pas grave, hein. Heu mais si j'ai des questions sur comment ça s'est passé, bah, comment ça s'est passé et surtout, si, après d'allumer une bougie, de faire des dessins, de créer un album photo, du coup de choisir les photos ensemble et cetera. Tout ça sur le après, c'est important. Hem, alors je vais œuvrer pour être présente au prochain webinaire. Merci Aline. Exceptionnellement, c'est gentil. Merci beaucoup, Aline. Je suis dotée d'un vétérinaire itinérant et mon chasse-caille et pardon, je parle un peu vite. Je suis dotée d'un vétérinaire itinérant et grâce à lui, mon chasse-caille est parti dans sa maison et c'était en tout cas mieux pour moi, j'avoue. C'est tellement capital qu'enfant ou adulte, on soit accompagné. Oui et la question du domicile, c'est pareil, je pense qu'un jour, il y aura un webinaire sur la les fins de vie à domicile. Ça dépend des gens, ça dépend de nos histoires de vie, de ce qu'on a déjà vécu, ou pas et de comment on voit les choses et en tant que vétérinaire, si on veut faire du domicile, ça se prépare aussi, c'est pas exactement pareil donc voilà, oui, c'est épuisant pour nous moralement et ça, c'est pareil, oui, Audrey. Et surtout quand on enchaîne les euthanasies, quand des fois parce que des fois on n'a pas trop et puis parfois pendant une semaine, des fois on en a une, deux, 3 dans la journée et là, c'est vraiment lourd et il faut vraiment avoir des soupapes de sécurité, par rapport à ça. N'est-ce pas mentir que de dire que les produits utilisés par Biothérique ne fonctionnent pas chez les humains? Ah, c'est pas ça que je dis, Séverine, le fait que si, ça fonctionne très bien chez les humains aussi si on utilisait des barbituriques, mais c'est plutôt on ne les utilise pas chez les humains, on les utilise chez les animaux. Voilà, je sais pas si c'est plus clair, mais en tout cas de bien spécifier aux enfants que l'euthanasie n'est pas autorisée, chez nous en France, pour les humains, je pense que ça a du sens. Merci Violette, tes mots sont clairs. Caroline, ton papa était véto. Ah, désolée Christine pour les problèmes de son. Je suis désolée, j'ai un petit rhume, donc j'ai Alexis, merci beaucoup, beaucoup. Il est déjà parti, je pense. Un grand merci pour ce webinaire. Je regarde. Ah, Séverine, peut-être encore. Nos 3 vieux animaux sont décédés en quelques mois, dont 2 à 15 jours d'intervalle et un mort devant nous sans souffrance au petit déjeuner. J'étais très triste et organisé des petites funérailles. Mes 2 enfants de 3 ans et demi et 6 ans et demi n'ont montré aucun signe de tristesse. Ai-je loupé quelque chose? Pas du tout. Non, alors attends, j'ai oublié ton prénom, Séverine. Pas du tout. Tu n'y as rien loupé. Et en fait, c'est pareil, accueillir vraiment comment ça vient pour les enfants et c'est pas qu'il y ait de la compréhension ou quoi, il peut n'y avoir pas de pleurs du tout pour les enfants et en fait, je trouve même dans ma pratique que c'est, assez fréquent et ça peut arriver après, il peut y avoir un peu de retard, vous voyez, sur ces moments-là. Ou pas du tout et en fait, ça dépend du lien qu'on avait aussi qui est différent entre moi, adulte, avec la vie que j'ai eue avec mon chat, hem, donc et des fois, ça arrive vraiment à retard aussi. Moi, j'ai une amie, je suis allée euthanasier leur chien, en avril et elle m'a rappelé en septembre en me disant: «Oh là 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 là, est-ce que je peux t'appeler à un moment et ou toi rappelle Inès». Inès, elle avait 11 ans, et j'ai rappelé Inès parce que là, en fait, démarrage de la 6e, veille de la rentrée, catastrophe.
polo, il me manque, nin donc il avait fallu ce stress de la rentrée de 6e pour faire tout déclencher chez Inès et ça lui a fait beaucoup de bien de parler et d'en parler et elle n'en avait jamais parlé avant et elle avait, le jour de l'euthanasie, un peu pleuré, mais elle est allée se réfugier chez une copine. Enfin, donc, ouais. Mmh. Oui, pas trop toujours évident en clinique, par trop peu de temps pour accompagner correctement. Oui, je sais, c'est le facteur temps qui nous arrête souvent parce que on a plein de collègues, de consoeurs, de confrères qui aimeraient, accompagner et qui, dans le soutien émotionnel, sont déjà, plus et essayent de faire enfin et font d'ailleurs, très, très bien les choses. Mais il nous manque souvent du temps, hein et moi j'étais la première en clinique à manquer de temps, et c'est pour ça que j'ai créé Solam donc alors oui, très juste. Parfois même quand même le parler vrai dépend de l'auditoire et c'est difficile de savoir si ce sera bien reçu par les parents. Oui et je pense qu'en fait, il faut aussi sonder les pa ouais, c'est vrai. Il faut aussi sonder les parents, donc et surtout, dans les co alors s'ils arrivent clairement, s'ils arrivent le jour de l'euthanasie avec les enfants et que vous les avez pas vus avant, c'est chiant. Enfin et c'est pas facile pour vous et c'est pas agréable et on n'a pas passé les messages aux parents de préparer et cetera, donc c'est pas du tout l'idéal et ça, je pense que ça peut être vu aussi avec les assistantes vétérinaires de dire: «Franchement, s'il y a des familles, on aimerait bien avoir un coup de fil avant ou vraiment les assistantes vous passez ces messages-là, c'est important» et cetera. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est de la préparation, c'est d'y avoir réfléchi en amont, d'avoir des process, qui sont mis en place, hein, ça c'est tout un truc, mais ça vaut le coup et quand tu as eu, des consultations avant où il y a eu des enfants, sur des consultations de fin de vie, hein, de gestion de douleur, de signes cliniques, avant décès et cetera ou à l'annonce du diagnostic du pronostic qui est extrêmement réservé à court terme, et qu'il y a les enfants qui sont présents. Je pense qu'il faut en effet avoir une petite phase, en tout cas moi c'est ce que je fais, d'observation de comment se positionne le parent par rapport à l'enfant, comment il lui parle. Il y a des parents qui vont rien dire, il y a des parents qui vont être dans l'explication hyper très précise, etc. Et donc aussi demander tout simplement aux parents, est-ce que vous voulez que je lui explique un petit peu comment ça peut se passer avec mes mots et puis voilà. Et si ça se passe pas bien, les parents arriveront à se positionner. Enfin, voilà. J'ai été confrontée à des parents qui ont obligé l'enfant à être présent, alors qu'il ne voulait clairement pas être présent. Et ça, pour moi, c'est pas une bonne option, en effet, et ça, je le dis. Je pense que dans les 2 sens, il faut proposer à l'enfant d'être présent. S'il veut être présent, c'est mieux de le convier s'il a décidé d'être présent. Par contre, s'il a dit: «Je ne veux pas être là», il ne faut pas le faire venir. Ça, c'est clair. Ils sont au courant qu'elle est malade et elle va bientôt mourir. J'ai une super équipe véto. OK. C'est des gens qui s'en vont. Si la loi sur l'euthanasie pour les humains en fin de vie, il faut que ce soit justifié par le est passée. Oui, oui, bien sûr, bah, ça changera le discours, c'est sûr. Si ça passe, chez les humains. Histoire perso, mon petit-neveu avait environ 3 ans quand la chatte de la famille Indy, dit Boubou, qui avait 12 ans, est décédée d'un cancer. C'était la chatte de mon frère qui a eu du mal et a pris du temps avant de prendre la décision de l'euthanasie. Mon neveu, qui a 4 ans et demi, parle toujours de Boubou. Il a parfois des grosses colères et il lui arrive de s'en prendre à son nouveau petit chaton sans raison. Après ce que tu as dit, peut-être, je dis bien peut-être que des colères pourraient venir du décès de Boubou, du deuil qui n'est pas terminé. Je pense connaître la réponse, mais est-ce que reparler d'amour de Boubou pourrait l'aider à l'apaiser et à comprendre davantage les choses? Je pense que peut-être que tout n'explique pas tout et un deuil n'explique pas peut-être tous les colères d'un enfant à 4 ans et demi et ça, je suis assurée que non. Mais ça peut vraiment valoir le coup, d'en parler, oui et de reparler de la mort de Boubou et ça, oui, j'en suis persuadée par contre. Ça n'apaisera peut-être pas toutes les colères, mais ça aura du sens, clairement, Oriane. La préparation en amont est, primordiale, de plus hypersensible, donc larmes fréquentes pour Carole. OK, bah, je suis arrivée à bout de vos questions et des réponses. Merci beaucoup, c'était ultra riche. Ceci dit, je m'y attendais quand même un peu parce que c'est un sujet qui a du sens, qui nous touche, qui nous met en résonance pour nous quand on était enfants, qui sont parfois difficiles à gérer en clinique, en cabinet ou, en tant qu'éducateur ou voilà. C'est un sujet qui m'importe beaucoup aussi, donc merci de votre présence. Vous pouvez continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire. J'essaye d'être, le plus possible, pouvoir répondre, pas tout le temps parce qu'il y a quand même beaucoup de sollicitations, mais j'essaye du mieux possible et surtout pour les consoeurs, Veto et ASV qui seraient présents à l'AVACT,
à Lyon cette année, j'y serai présente et même je vais, attention, avoir un stand dans le village des startups, pour parler de Solam, pour échanger. Donc, je vous y recevrai avec ma petite équipe, avec, vraiment beaucoup de plaisir. Donc, n'hésitez pas à venir. On réserve même allez, on travaille à quelques petites surprises, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Bah, écoutez, à bientôt pour le prochain webinaire. Merci pour tous les merci et puis, bah, bon appétit pour ce enfin, vous allez peut-être manger vous en m'écoutant, mais moi je vais aller manger. À très bientôt, au revoir et le replay sera accessible du coup, salut Laure, je vois des noms connus. Hem, des amis, et puis, bah, il sera disponible lundi prochain si vous êtes inscrit à la newsletter, donc n'oubliez pas de le faire, voilà. Si vous voulez voir le replay, l'avoir, en accès. À bientôt, au revoir.